La lumière directe n'est pas une condition absolue pour la photosynthèse. En agronomie conventionnelle, l'ombre est souvent considérée comme une zone morte, impropre à la culture. C'est une erreur de calcul. En apparence, un terrain sombre semble improductif. Mais biologiquement, c'est une niche écologique active. Certaines espèces ont évolué pour dominer le sous-étage forestier. Leurs tissus foliaires sont optimisés pour capter un rayonnement diffus et faible. Elles ne subissent pas le stress thermique du plein soleil. Elles convertissent l'énergie disponible en biomasse fruitière avec une efficacité maximale. Pourquoi laisser ces mètres carrés à l'abandon? C'est un gaspillage de ressources foncières. L'échelle est variable, que ce soit une lumière tamisée par la canopée ou une exposition limitée à quelques heures par jour, le résultat physiologique est le même. La plante s'adapte. Le cycle de reproduction se déclenche. La fructification a lieu. Il existe des solutions fiables pour rentabiliser ces environnements. Nous allons examiner les données techniques de 20 fruits capables de garantir une récolte substantielle dans des zones à faible luminosité. 4 heures de lumière solaire directe. C'est tout ce qu'il faut pour activer le mécanisme de production de ce fruit. Le framboisier est une machine biologique conçue pour l'efficacité, capable de convertir un rayonnement limité en réserve de sucre. Pourquoi choisir la mi-ombre pour une culture fruitière productive? La réponse est physiologique. Une exposition totale au soleil brûlant peut stresser la plante et stopper sa croissance. À l'inverse, l'ombre partielle régule la température et maintient l'hydratation des tissus. Des variétés spécifiques comme la polka et la glaine ample ont été sélectionnées pour cette résistance. Elles n'exigent pas une exposition zénitale constante. En agronomie pratique, elles fonctionnent parfaitement avec une lumière filtrée. L'emplacement idéal se situe en bordure de canopée d'arbres ou le long d'une clôture orientée au nord. La plante capte les rayons du matin pour la photosynthèse, mais évite la surchauffe destructrice de l'après-midi. En apparence, la zone semble trop sombre pour l'agriculture intensive. Mais à l'intérieur du fruit, cette protection thermique permet le développement d'une chair plus juteuse et d'une saveur plus complexe. La zone de viabilité est vaste. Ces végétaux prospèrent dans les zones climatiques 4 à 9. L'implantation se fait par canne ou par propagation via les stolons souterrains qui étendent le réseau racinaire. Une fois le système établi, la récolte estivale devient automatique année après année. Mais la survie à long terme demande une intervention technique précise. La taille annuelle après la fructification est impérative. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais de logistique. Il faut éliminer les tiges épuisées pour forcer la plante à injecter son énergie dans les nouvelles pousses. Sans cette opération, la parcelle se densifie, l'air ne circule plus et le rendement s'effondre. À l'examen rapproché, les fruits mûrissent lentement. La couleur passe du vert pâle au rouge profond. L'odeur du sucre se dégage. Si l'objectif est une production alimentaire stable avec une maintenance réduite, le framboisier est l'outil idéal pour les zones ombragées. Il offre une résilience élevée face aux conditions lumineuses médiocres. Que ce soit pour un apport calorique immédiat ou pour la transformation en conserve de longue durée, le rendement est assuré. L'ombre devient une zone de ressources stratégiques. 4 heures de rayonnement direct. C'est le seuil critique pour déclencher la production de biomasse comestible chez le prunier. Pourquoi privilégier le prunier dans les zones de mi-ombre? Parce que cet arbre possède un mécanisme de compensation efficace. Il ne nécessite pas l'intensité solaire d'une espèce tropicale. Le choix de la variété est une décision logistique majeure. Les variétés naines ou compactes ne sont pas une option esthétique. C'est un calcul de rendement. Un arbre de taille réduite
est plus facile à implanter près des infrastructures ou dans une lumière tamisée. La plante ne gaspille pas ses ressources. L'énergie chimique n'est pas dispersée dans la création d'une canopée géante et inutile. Elle est canalisée directement vers les organes reproducteurs, les fleurs et les fruits. Le cycle quotidien de la lumière joue un rôle sanitaire. Le prunier réclame le soleil du matin. Les photons frappent les feuilles. La température monte. La rosée nocturne s'évapore rapidement. Ce séchage immédiat est une barrière contre les pathogènes. L'humidité stagnante est le vecteur principal des maladies fongiques. L'ombre de l'après-midi change alors de fonction. Elle devient un régulateur thermique, empêchant le stress hydrique et la brûlure des tissus végétaux. Des sélections adaptables, comme la Santa Rosa, fonctionnent comme des outils polyvalents dans divers climats. Mais la réussite dépend de l'architecture de la plante. En apparence, un enchevêtrement de branches. Mais à l'intérieur, une structure qui doit être mathématiquement ouverte. La taille s'effectue une fois par an. L'objectif est de dégager le centre. Le bois mort est éliminé. Les branches qui se croisent sont sectionnées pour éviter la friction mécanique. La lumière doit pénétrer la masse foliaire comme un laser. Une meilleure pénétration lumineuse entraîne une photosynthèse optimale au niveau des bourgeons floraux. La floraison devient dense. La fructification se stabilise. Sur le plan nutritionnel, le prunier est une unité de production haute performance. Le fruit est gorgé de liquide et de sucre rapide. Parfait pour la consommation immédiate. Idéal pour la transformation thermique en confiture ou en pâtisserie. Un seul arbre compact génère un volume de nourriture disproportionné par rapport à sa taille. L'entretien du système racinaire demande de la discipline. Dans les zones fraîches, le sol est recouvert de paillis organiques. L'arrosage est profond mais espacé. Cela force les racines à forer le sol pour chercher l'humidité. L'apport d'engrais au début du printemps doit être léger. C'est une nuance cruciale. Un excès d'azote forcerait la production de feuilles vertes au détriment des fruits. La plante doit rester en mode survie contrôlée pour produire. Si vous cherchez une tolérance à l'ombre avec un rendement calorique élevé, le prunier est le choix technique logique. Une variété compacte, une exposition matinale et une coupe franche annuelle suffisent. La récolte est sécurisée. 4 heures de lumière directe. C'est le seuil critique pour garantir une production fruitière viable. Même lorsque l'exposition solaire est limitée, le mécanisme biologique de la floraison peut s'enclencher et aboutir à des fruits riches en glucides. Le candidat suivant, optimisé pour ses conditions de luminosité restreinte, est le figuier. Cet arbre ne nécessite pas une exposition totale pour fonctionner. C'est une machine à convertir l'énergie, capable de produire une récolte saine avec seulement un quart de la journée sous rayonnement direct. Pourquoi limiter l'exposition? Une intensité lumineuse excessive peut devenir un facteur de stress. Dans les régions à forte amplitude thermique, le soleil de l'après-midi agit comme un chalumeau sur les tissus végétaux. L'ombre partielle devient alors un actif stratégique. Elle empêche la nécrose de l'épiderme foliaire et évite que les fruits ne se dessèchent ou ne se fissurent sous la pression interne. La plante conserve son hydratation. La variété Chicago Hardy illustre parfaitement cette résilience. Conçue pour les zones agricoles 6 à 10, cette souche présente une structure compacte, idéale pour la culture en conteneurs standardisés. Cela transforme l'arbre en unité mobile. Si la trajectoire du soleil change au fil des mois ou si l'ombre portée des bâtiments se déplace, l'opérateur déplace simplement le pot pour capter les photons nécessaires. C'est une gestion dynamique de la ressource lumineuse. L'autonomie est totale. Le figuier est auto-fertile. Il n'y a pas besoin de pollinisateurs externes ou de la proximité d'un autre spécimen pour déclencher la fructification.
Un seul arbre suffit pour lancer la ligne de production. La mise en terre requiert cependant une précision technique. Le substrat doit être parfaitement drainant. En accéléré, on observe l'eau traverser le sol sans stagner autour des racines. Le système racinaire du figuier tolère mal l'asphyxie hydrique. L'oxygène doit circuler dans le terreau. Si les racines baignent dans l'eau, la pourriture s'installe en quelques jours. En période hivernale, la plante entre en dormance. En apparence, le bois est inerte et froid. Mais à l'intérieur, les structures cellulaires se densifient pour résister au gel léger. Dans les climats plus rudes, l'isolation du conteneur avec des matériaux thermiques ou son déplacement vers un hangar hors gel est impératif pour éviter la destruction des tissus conducteurs. La productivité suit une règle biologique stricte. Les meilleurs rendements apparaissent sur le bois neuf, généré durant l'année en cours. Une taille mécanique à la fin de l'hiver stimule les hormones de croissance. La plante réagit à cette agression contrôlée par une production accrue de tiges et de fruits pour la saison suivante. Peu de cultures offrent un tel retour sur investissement en situation de mi-ombre. La tolérance à la sécheresse est élevée et la maintenance est minimale. Le résultat final est une concentration dense de sucre et de nutriments, même avec un apport énergétique solaire réduit. « 3 heures de lumière par jour, c'est le seuil minimal critique pour une récolte viable. Le 4e candidat pour une culture efficace en zone ombragée est le bleuet à feuilles étroites. Pourquoi la plupart des fruits échouent-ils à l'ombre? Le manque d'énergie solaire bloque souvent la photosynthèse nécessaire à la production de sucre. Mais cette variété possède un mécanisme d'adaptation différent. Alors que les bleuets en corymbe exigent une exposition solaire totale, cette espèce naine survit et produit avec seulement 3 à 5 heures de rayonnement quotidien. C'est une option tactique pour les climats septentrionaux ou les jardins saturés par la canopée. Plus précisément, ces plants atteignent leur rendement optimal dans les zones de rusticité 3 à 7. Les étés frais ne sont pas un obstacle. Au contraire, ils reproduisent les conditions exactes de l'habitat forestier d'origine de la plante. Regardez le sol. Ce n'est pas un simple arbuste isolé. C'est un système de colonisation souterrain. Les rhizomes tracent leur chemin horizontalement sous la surface, créant un réseau dense. En surface, cela forme un tapis végétal compact, capable de fructifier. Cette structure en fait un couvre-sol fonctionnel, idéal pour combler les espaces vides sous les grands arbres ou en bordure de parcelles. La réussite de la culture repose strictement sur la chimie du sol. Le potentiel hydrogène doit être précis, entre 4,5 et 5,5. Un sol neutre bloque l'absorption des nutriments ferreux. L'intervention humaine est souvent nécessaire pour acidifier le milieu. L'ajout de tourbe, d'aiguilles de pin ou de soufre élémentaire permet de maintenir cet équilibre acide vital. Il y a ici une nuance importante. Le système racinaire est superficiel et fragile. Il est vulnérable à la sécheresse et aux fluctuations thermiques rapides. Une couche isolante est obligatoire. L'écorce de pin ou la sciure de bois agissent comme une barrière physique, retenant l'humidité au contact des racines et empêchant l'évaporation brutale. À première vue, une faible luminosité devrait réduire le rendement à 0. Mais à l'intérieur du fruit, la concentration en sucre s'opère tout de même. La récolte est régulière, les baies sont petites, denses, au goût acidulé caractéristique. Certes, la maturation prend du retard par rapport à une culture en plein soleil, mais la qualité gustative reste intacte. Le cycle visuel
est également marquée par deux phases distinctes. Au printemps, on observe l'éclosion de grappes de fleurs blanches en forme de clochette. En automne, la chimie des feuilles change radicalement. La chlorophylle se dégrade et le feuillage vire au rouge intense avant la dormance hivernale. Vous transformez ainsi une zone d'ombre improductive en un actif agricole fonctionnel. La récolte est assurée. 4 à 6 heures de lumière par jour. C'est tout ce qu'il faut pour garantir une récolte massive. Les bleus nains sont une option technique solide, mais un cinquième candidat domine les zones d'ombre partielle, la mûre. Ce n'est pas une plante délicate, c'est une machine de survie, robuste et vigoureuse. Pourquoi privilégier l'ombre pour une plante fruitière? En plein soleil, le mécanisme biologique s'emballe. La plante risque la surchauffe et le dessèchement rapide des tissus. L'ombre tachetée agit ici comme un régulateur thermique vital. Elle maintient l'humidité critique du sol et empêche l'évaporation excessive de l'eau. Le résultat est immédiat. Des baies gonflées, denses et saturées de saveur, au lieu de fruits secs et brûlés. Les variétés sans épines, comme la Triple Crown ou l'Arapao, dominent désormais les jardins domestiques. La logistique de récolte est simplifiée. Plus de risque de blessures, seulement une récupération efficace de fruits sucrés. La zone de viabilité est vaste. Ces plantes prospèrent des zones climatiques 5 à 9 selon la classification USDA. L'architecture de la plante est flexible. Sur un treillis, la croissance est verticale et contrôlée pour optimiser l'espace. Sans support, les ronces s'entremêlent pour former des haies naturelles, une barrière de confidentialité organique qui double sa fonction en produisant de la nourriture. En apparence, l'ombre réduit le volume végétal global. On observe moins de tiges par mètre carré. Mais à l'intérieur du fruit, la concentration change. Les baies formées sont plus larges et nettement plus juteuses, car la plante conserve mieux ses réserves hydriques. L'exposition idéale suit un cycle précis. Soleil direct le matin, ombre protectrice l'après-midi. La maintenance repose sur une logique stricte de renouvellement. Une tige qui a fructifié ne produira plus jamais. Elle devient un poids mort pour la ressource énergétique de la plante. Il faut l'éliminer. Cette taille force le système racinaire à rediriger les nutriments vers les nouvelles pousses, celles qui porteront la récolte de l'année suivante. Au niveau du sol, le paillage est indispensable. Il étouffe la concurrence des mauvaises herbes et verrouille l'eau dans la terre noire. Durant la phase critique de floraison et de fructification, l'irrigation doit être régulière. La plante pompe l'eau pour former la pulpe. C'est une culture rapide et résiliente, capable de transformer un coin sombre et inutile en unité de production alimentaire autonome. Donnez-lui de l'espace pour s'étendre. En retour, elle assurera des stocks de fruits riches pour les années à venir. 4 à 6 heures de lumière. C'est le seuil critique pour l'un des arbres fruitiers les plus résistants. Des années de récoltes estivales chargées de glucides et de saveurs complexes sont possibles, même sans exposition totale. Le poirier est une machine biologique souvent sous-estimée pour les zones à faible luminosité. Son adaptabilité dépasse les attentes habituelles de l'agronomie domestique. Avec seulement 4 à 6 heures de rayonnement solaire quotidien, le métabolisme de l'arbre s'active pleinement. La photosynthèse suffit pour déclencher la floraison, assurer la nouaison et garantir une production stable chaque année. Pourquoi cette tolérance à l'ombre? C'est une stratégie de régulation thermique efficace. Le poirier performe mieux avec des matinées fraîches et une protection contre le soleil zénital de l'après-midi. Cette configuration est particulièrement cruciale dans les climats arides. Ce cycle lumineux réduit le stress hydrique sur le feuillage. À l'examen rapproché, l'épiderme du fruit reste intact. Pas de brûlure solaire, pas de nécrose tissulaire.
La peau reste souple, permettant aux fruits de gonfler sans se fissurer. Les variétés standards, comme la Bartlett ou l'Anjou, démontrent une fiabilité technique à travers les zones de rusticité 4 à 9. Pour les espaces restreints ou les configurations à ombrage partiel, les porte-greffes nains et semi-nains changent la donne logistique. Ils permettent une densité de plantation plus élevée sans sacrifier le rendement par arbre. En apparence, un arbre modeste dans un coin sombre. Mais structurellement, c'est un investissement à très long terme. Une fois le système racinaire établi dans le sol, la résilience de l'arbre augmente drastiquement. Il devient résistant aux pathologies courantes et peut maintenir sa production pendant des décennies. C'est une sécurité alimentaire durable. Le fruit lui-même est conçu pour la conservation longue durée. La chair dense et la structure cellulaire robuste permettent un stockage de plusieurs mois dans un environnement frais, comme un hangar en béton ou une cave. C'est l'une des cultures les plus pragmatiques pour l'autosuffisance. Mais l'ombre impose une rigueur technique. La taille devient une opération de maintenance critique. Il faut maintenir la canopée ouverte mécaniquement. L'objectif est double: assurer une ventilation maximale pour éviter les moisissures et permettre aux photons d'atteindre les branches intérieures pour une maturation homogène. En milieu d'été, l'éclaircissage est obligatoire. Il faut supprimer les fruits excédentaires manuellement. La plante redirige alors l'eau et les nutriments vers les poires restantes, maximisant leur calibre final. Au sol, le paillage agit comme une barrière isolante pour retenir l'humidité vitale, tandis qu'un arrosage en profondeur compense les périodes de sécheresse. Le volume de production surprend par son ampleur, même en l'absence de plein soleil. Si l'objectif est une ressource fruitière à maintenance réduite et tolérante à l'ombre, le poirier constitue une solution technique supérieure. « 3 à 5 heures de lumière. C'est tout ce que demande cet arbuste pour fonctionner à plein régime biochimique. Le 7e candidat sur la liste est le groseillier. Qu'il s'agisse de variétés à fruits noirs, rouges ou blancs, la logique est la même. Ces arbustes compacts sont des machines de production conçues pour les environnements à faible luminosité. La plante est originaire des régions froides. Elle ne tolère pas la chaleur extrême. Le soleil direct de l'après-midi brûle son feuillage. L'ombre partielle agit donc comme un bouclier thermique nécessaire. Pourquoi occuper une telle zone? C'est une adaptation évolutive. Le groseillier est une plante de sous-étage. Il colonise l'espace vide sous les grands arbres. La zone de viabilité s'étend des classifications USDA 3 à 7. La plante convertit le peu d'énergie solaire qu'elle reçoit en une concentration élevée d'acide ascorbique, la vitamine C. Le goût est acide, technique, idéal pour la conservation en gelée ou confiture. En agronomie pratique, la variété rouge Rovada domine par son rendement. Pour les sirops et les liqueurs, le cassis noir Benzarec est privilégié pour sa densité en anthocyane. En apparence, l'ombre d'un grand arbre est une zone morte pour l'agriculture. Mais pour le groseillier, c'est un habitat optimal. La condition critique est le sol. Il doit être riche, humide et parfaitement drainé. L'ajout de compost au printemps charge la terre en nutriments. Une couche de paillage est indispensable. Elle ne sert pas à décorer. Elle agit comme un isolant thermique pour garder le système racinaire au frais. L'entretien est une question de logistique simple. La plante possède une résistance naturelle aux parasites. Les traitements chimiques sont superflus. La taille s'effectue une fois par an. L'objectif est mécanique: éliminer le vieux bois lignifié. Cela force la plante à rediriger la sève vers les nouvelles tiges vertes. C'est sur ce bois jeune que la fructification se déclenche.
Si le terrain manque d'exposition solaire, la plupart des cultures échouent. Le groseillier est l'exception. Il transforme une zone sombre en site de production alimentaire stable. Les paniers se remplissent saison après saison. Le 8e fruit qui se développe exceptionnellement bien durant la saison automnale est le suivant sur la liste. « 3 à 5 heures de lumière par jour. C'est le seul carburant nécessaire pour déclencher la fructification. Pourquoi priver une plante fruitière de plein soleil? En agronomie pratique, l'exposition directe est parfois destructive. Pour la groseille à maquereau, l'ombre partielle est une protection vitale contre le stress thermique. Cet arbuste est une unité de survie compacte. Proche parent du cassis, il est conçu pour la robustesse physique. Une exposition solaire excessive entraîne la brûlure immédiate des tissus foliaires. La plante stoppe sa croissance. Mais avec une lumière filtrée, le métabolisme s'accélère pour générer une récolte constante de baies acides. La zone de culture est vaste. L'espèce domine les zones de rusticité 3 à 8 selon la classification agricole. Cela en fait une option fiable pour la majeure partie du territoire nord-américain. Les génétiques comme Invicta ou Hinnon-Mackey Red ne sont pas choisies au hasard. Elles sont sélectionnées pour des rendements élevés et une résistance biologique aux pathologies courantes. À l'examen rapproché, le fruit change de couleur. Il passe du vert au rouge, parfois au doré, selon la maturation. La chair est saturée de pectine. Ce n'est pas une simple saveur, c'est un agent chimique gélifiant, indispensable pour la transformation en conserve, tarte et confiture durable. Le sol doit être riche et drainé. L'humidité doit rester constante au niveau racinaire. L'ajout d'une couche de paillis est une nécessité logistique. Elle agit comme un régulateur thermique pour garder les racines au frais. Elle étouffe également les mauvaises herbes qui tentent de voler les nutriments du sol. Il y a ici une nuance tactique. L'arbuste est naturellement petit. Il s'insère dans les espaces restreints ou le long des bordures ombragées sans gêner les opérations. En apparence, c'est une plante vulnérable, mais ses branches sont armées d'épines. Ce système de défense mécanique dissuade les animaux de piller les réserves. La récolte est protégée sans intervention humaine. La maintenance est faible. Il suffit d'éliminer les vieilles tiges tous les quelques années. L'opération stimule la croissance de nouveaux bois productifs. C'est une plante qui pardonne les erreurs de gestion. Là où d'autres baies luttent pour survivre, la groseille à maquereau s'adapte. Pour les terrains froids et ombragés, c'est une solution technique infaillible. La sécurité alimentaire est assurée année après année. 3 heures de lumière par jour. C'est le seuil critique en dessous duquel la majorité des cultures fruitières s'étiolent et meurent. Mais une plante prospère là où les autres échouent. Le sureau. Ce n'est pas un simple arbuste ornemental. C'est un mécanisme de survie biologique parfaitement adapté à la pénombre. Pourquoi cette espèce domine-t-elle les zones d'ombre? Elle possède une plasticité génétique rare. L'arbuste s'implante solidement des zones de rusticité 3 à 9. Il résiste aux hivers glaciaires comme aux étés tempérés. Le système racinaire ne fait pas de différence entre un terreau riche et un sol argileux saturé d'humidité. Là où d'autres racines pourrissent, celle du sureau pompe l'eau et ancre la plante. C'est une machine à convertir les terrains difficiles en biomasse productive. Les variétés Adams et York dominent en agronomie pratique. Elles sont sélectionnées pour la fiabilité de leur rendement. En accéléré, on observe la stratégie de conquête territoriale. Les rhizomes souterrains tracent leur chemin horizontalement. De nouvelles tiges
perce la surface à plusieurs mètres du pied-mère. En quelques saisons, l'arbuste forme une haie dense, une barrière végétale naturelle. Au milieu de l'été, les branches plient sous le poids de grappes massives. Mais attention à la chimie de la plante. En apparence, une baie inoffensive et riche en jus. Mais à l'intérieur, une défense toxique naturelle. La consommation à l'état brut est dangereuse pour l'organisme humain. Les composés provoquent des troubles gastriques sévères. La cuisson est une étape obligatoire du processus de transformation. La chaleur neutralise les toxines et libère les nutriments. Le résultat est une matière première polyvalente, sirop pour le système immunitaire, vin de fermentation et confitures énergétiques. Même l'inflorescence blanche est récoltée pour la production de cordiaux. Il y a ici un paradoxe physiologique intéressant. L'ombre partielle ne nuit pas à la production. Au contraire, elle l'optimise. À l'abri du soleil brûlant, la plante subit moins de stress hydrique. L'évaporation diminue. Le fruit se gorge d'eau et de sucre. Les baies deviennent plus grosses et le rendement au kilogramme augmente. La maintenance suit un protocole strict. Le bois mort doit être éliminé. La taille annuelle des vieilles cannes déclenche une réponse hormonale. La plante réagit en produisant de nouvelles pousses vigoureuses. L'objectif est de maintenir un cycle de régénération constant. Ce végétal transforme les coins sombres et inutilisés en zones de production intensive. La récolte est garantie année après année. 3 à 5 heures de lumière par jour. C'est le seuil critique qui condamne la plupart des cultures fruitières à l'échec. Mais une plante brise cette règle agronomique. La mélanchier, aussi connue sous le nom de baie de Saskatoon, prospère là où d'autres s'étiolent. Ce n'est pas seulement un arbuste ornemental originaire d'Amérique du Nord. C'est une unité de production biologique capable de générer des rendements massifs en situation de déficit lumineux. En accéléré, le cycle visuel est frappant. Les fleurs blanches saturent les branches au printemps. Les fruits apparaissent en été. Le feuillage vire au rouge sang à l'automne. La plante ne se contente pas de survivre. Elle exécute son programme génétique avec une précision militaire, même avec un ensoleillement réduit. Elle domine les zones de rusticité 4 à 9, encaissant les hivers rigoureux et l'ombre légère sans ralentir son métabolisme. Dans la nature, c'est une espèce de sous-étage. Elle a évolué pour capter la lumière diffuse filtrée par la canopée des grands arbres. Pour l'horticulteur disposant d'un terrain ombragé ou encombré, c'est un atout tactique. Les zones mortes du jardin deviennent productives. Mais il y a une exigence logistique. Le système racinaire demande un sol parfaitement drainé. L'eau stagnante est l'ennemi. L'application d'une couche de paillis est impérative. Ce n'est pas de la décoration. Le paillis agit comme un régulateur thermique et un verrou hydrique, protégeant les racines lors des pics de chaleur estivaux. Une exposition matinale directe, même brève, suffit à catalyser la concentration de sucre et à maximiser le calibre du fruit. Au début de l'été, la récolte est prête. Les baies ressemblent à des myrtilles fermes et sucrées. Elles constituent une réserve de calories immédiate, consommables fraîches ou transformées en conserve pour le stockage à long terme. Cependant, une menace aérienne plane sur la production. Les oiseaux détectent la maturité du fruit instantanément. La concurrence pour la ressource est féroce. Sans protection physique, la récolte disparaît. L'installation de filets est une mesure de sécurité indispensable pour garantir l'approvisionnement humain. Résistant, autonome et productif, la mélanchier convertit l'ombre inutile en nourriture fiable année après année.
une saveur tropicale en plein climat tempéré. C'est le paradoxe biologique de la cimier. 11e spécimen de notre liste, l'arbre à pawpaw. Originaire de l'Est des États-Unis, cette espèce défie la classification habituelle. Le fruit offre une chair à la texture de crème anglaise. L'analyse gustative révèle un profil complexe, une fusion chimique entre la banane, la mangue et le melon. Mais contrairement au verger industriel conçu pour le plein soleil, la cimier a une exigence inverse. Il réclame l'ombre, surtout durant la phase juvénile de croissance. Pour un jeune plant, une exposition solaire directe est une agression. Le rayonnement ultraviolet brûle les tissus et freine le développement cellulaire. La plante fonctionne mieux avec une luminosité réduite. 3 à 5 heures de lumière diffuse par jour suffisent à alimenter sa photosynthèse. L'échelle géographique est vaste. L'arbre prospère dans les zones de rusticité 5 à 8. Dans son habitat naturel, c'est une espèce de sous-étage. Il s'installe sous la canopée des grands arbres forestiers, profitant de leur protection. Cette stratégie de l'ombre permet au système racinaire de s'ancrer solidement sans subir l'évaporation brutale des sols exposés. Visuellement, l'arbre détonne. De larges feuilles tombantes lui confèrent une architecture végétale exotique. Au printemps, le cycle reproductif s'enclenche avec l'apparition de fleurs pourpres foncées. Elles laissent ensuite place à des grappes de fruits vert-jaune qui atteignent leur maturité à la fin de l'été. Mais il y a une contrainte logistique. La pollinisation n'est pas automatique. La majorité des variétés sont incapables de s'autoféconder. Pour garantir une récolte, l'implantation de 2 arbres génétiquement différents est impérative. C'est la seule façon d'assurer le transfert de pollen. Il existe toutefois une exception technique, la variété Shenandoah. C'est l'une des rares options auto-fertiles disponibles pour l'horticulteur. Au niveau du sol, la demande est précise. La terre doit être riche, drainante et maintenir une humidité constante. L'application d'une couche de paillis est recommandée pour réguler la température souterraine et protéger les racines. En retour, la cimier offre une robustesse supérieure. Il résiste aux parasites et aux maladies, là où les agrumes ou les fruits à noyaux échoueraient. Si l'objectif est de valoriser une zone ombragée avec une espèce native et productive, la cimier est la solution technique idéale. Passons maintenant aux fruits suivants, qui performent avec une efficacité similaire. « 4 à 6 heures de lumière solaire. C'est le seuil critique pour déclencher la production de biomasse fruitière. Pourquoi s'encombrer de peaux duveteuses et non comestibles? Le kiwi standard du supermarché génère des déchets. Le kiwi rustique, lui, est une capsule d'énergie pure. La peau est totalement lisse. Le calibre est réduit, semblable à celui d'une grosse baie. On le consomme entier, sans épluchage. C'est une injection immédiate de vitamines et de sucre, sans perte de matières premières. En agronomie pratique, cette plante domine les zones climatiques 4 à 8. Là où les cultures héliophiles échouent par manque de rayonnement direct, cette liane s'adapte. Elle exploite la mi-ombre avec efficacité. La lumière du matin active la photosynthèse, tandis qu'une protection contre le soleil zénital de l'après-midi préserve les tissus foliaires de la brûlure. Mais la croissance végétative est explosive. Ce n'est pas une plante ornementale docile, c'est une machine à grimper. Sans infrastructure lourde, la liane s'effondre sous son propre poids. Un treillis en acier ou une pergola renforcée est un impératif technique. Une fois le système racinaire établi, la conquête verticale est rapide. La logistique de reproduction impose souvent une contrainte.
La majorité des variétés nécessitent un couple biologique, un plant mâle et un plant femelle pour assurer la pollinisation croisée. Cela double l'espace requis au sol. Mais la génétique offre une exception. La variété Issae est auto-fertile. Elle simplifie l'équation logistique pour les parcelles réduites. Un seul organisme suffit pour générer une récolte complète. À l'examen rapproché, le feuillage en zone ombragée capte la moindre particule de lumière. Pour garantir le rendement, la discipline est requise. On dirige les nouvelles pousses sur des fils de tension horizontaux. La taille s'effectue en fin d'hiver, lorsque la sève est redescendue. L'objectif est chirurgical, éliminer le bois improductif pour permettre aux rayons lumineux d'atteindre les éperons fruitiers en développement. Le sol exige une gestion hydraulique précise. L'humidité doit être constante. Le paillage de la zone racinaire agit comme un isolant thermique et hydrique. Il empêche l'eau de s'évaporer et stabilise la température du substrat. Il y a une nuance réglementaire. Dans certaines régions du nord-est, cette vigueur extrême est classée comme envahissante. La plante peut échapper au contrôle et coloniser les écosystèmes locaux. La vérification des lois agricoles locales est une étape de sécurité obligatoire avant l'implantation. Dans un périmètre contrôlé, le kiwi rustique transforme les surfaces verticales en zones de production alimentaire. Donnez-lui un cadre rigide en métal ou en bois. Assurez l'apport hydrique. En retour, vous obtenez une source durable de fruits aromatiques, même dans les angles morts de votre terrain. « 3 à 5 heures de lumière. C'est le seuil critique minimal pour engendrer une production viable. La 13e plante de cette liste technique est la rhubarbe. Pourquoi classer un légume parmi les fruits? La botanique est formelle. C'est une plante vivace maraîchère cultivée pour ses pétioles. Mais l'usage culinaire défie la science. Elle finit dans les tartes et les confitures, traitée comme une fraise. Son atout agronomique majeur réside dans sa tolérance aux conditions faibles. Elle n'exige pas le plein soleil. Le mécanisme cellulaire de la rhubarbe est optimisé pour les environnements frais. Elle prospère dans les zones de rusticité USDA 3 à 8. Pour l'horticulteur, l'équation est simple. Un sol fertile et bien drainé suffit à lancer la croissance. La variété Victoria domine ce segment. Elle est calibrée pour produire des tiges massives et savoureuses, même en situation de déficit lumineux. Il y a ici une contrainte physique. Un rayonnement solaire trop intense déclenche une réaction de stress chez la plante. La tige se lignifie. Elle devient fibreuse, sèche, semblable à du bois. L'ombre de l'après-midi n'est pas une gêne, c'est un régulateur thermique. Elle maintient la pression de turgescence et assure la qualité de la texture. La stratégie de récolte impose une discipline stricte. Interdiction formelle de couper durant la première année après la plantation. Sous la surface, le rhizome travaille. Il doit construire un système racinaire complexe pour ancrer la plante et stocker l'énergie. Si l'on regarde en accéléré, les racines forent l'argile et s'étendent pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Couper trop tôt saboterait cette fondation. Dès la 2e année, la production industrielle peut commencer. Les tiges deviennent épaisses et fermes. Mais la récolte totale est une erreur. Il faut toujours laisser quelques tiges sur le plan. Elles agissent comme des panneaux solaires, garantissant la photosynthèse nécessaire à la régénération du système. En apparence, une culture inoffensive aux larges feuilles. Mais à l'intérieur, le danger est chimique. Les feuilles contiennent de l'acide oxalique en concentration élevée. C'est toxique pour les reins. La feuille est un déchet technique à éliminer immédiatement. Seule la tige rouge
est une ressource alimentaire. L'entretien demande un apport de biomasse. Une couche de compost au printemps recharge le sol en nutriments. Le paillage autour de la base verrouille l'humidité et étouffe la concurrence des adventices. Les tiges rouges tranchent visuellement sur le vert sombre. C'est une culture de résistance robuste et fiable. Elle transforme une zone d'ombre improductive en une source de nourriture acidulée et pérenne. Passons au fruit suivant qui présente une capacité de croissance surprenante. « 4 heures de lumière. C'est le seuil critique d'énergie solaire. Pour la majorité des arbres fruitiers, ce niveau est insuffisant pour déclencher une production viable. Mais le cerisier acide fait exception. Pourquoi les variétés douces échouent-elles souvent dans les espaces restreints? Elles exigent une exposition directe et prolongée pour synthétiser le sucre. Sans cela, la récolte est nulle. La cerise griotte fonctionne selon un autre métabolisme. Elle optimise la photosynthèse même avec une luminosité réduite de 4 à 6 heures par jour. Les cultivars techniques comme le Morello ou le North Star dominent les zones 4 à 8. L'échelle est réduite. L'arbre ne cherche pas à devenir un géant forestier. Sa structure reste compacte, ce qui facilite les interventions humaines pour la taille et l'entretien. Dans un environnement ombragé, la priorité change. L'humidité s'évapore moins vite. Le risque de pathologie fongique augmente drastiquement. L'intervention doit être chirurgicale. Il faut éliminer les branches internes excessives. L'objectif est de créer des couloirs de ventilation. L'air doit circuler librement pour assécher le feuillage. La lumière diffuse doit pouvoir toucher l'écorce centrale. En apparence, l'arbre semble isolé dans son coin d'ombre. Mais biologiquement, il est autonome. Le mécanisme de reproduction est interne. L'autopollinisation supprime la dépendance logistique à un second arbre, même si la proximité d'un autre spécimen peut légèrement augmenter le tonnage final. La récolte arrive au milieu de l'été. Le fruit vire au rouge vif. Il y a ici une nuance biologique importante. L'environnement plus frais et moins lumineux empêche la dégradation rapide des tissus. La chair reste ferme. La saveur acide se concentre. Ce n'est pas un fruit de table classique. C'est une matière première pour l'industrie de la transformation ou la cuisine domestique, tarte, conserve, sauce. L'acidité garantit la stabilité du produit. C'est une solution d'ingénierie végétale pour les terrains difficiles. Avec un apport minimal, la production de nutriments est assurée de manière cyclique. Passons maintenant au végétal suivant, capable de performer dans ces conditions. Une usine à sucre capable de fonctionner sans soleil direct. C'est la définition technique du mûrier. Ce n'est pas un simple arbre fruitier. C'est un organisme conçu pour la durabilité et l'adaptation rapide. Là où d'autres espèces exigent une exposition totale pour initier la fructification, le mûrier active ses processus biologiques avec une ressource solaire limitée. Combien de lumière faut-il réellement pour déclencher la production? 4 à 6 heures suffisent. Cette tolérance modifie la stratégie de plantation. L'arbre performe dans les zones de rusticité 4 à 8. Il ne demande pas un terreau parfait. Son système racinaire est agressif. Il pénètre aussi bien les sols riches des jardins aménagés que les terrains rocailleux et moins fertiles. La plante cherche les nutriments en profondeur, indifférente à la qualité de surface du sol. Il y a ici une nuance importante. L'ombre partielle, surtout l'après-midi, n'est pas un handicap. C'est une protection thermique,
Elle empêche la brûlure des feuilles par les ultraviolets et stoppe l'évaporation excessive de l'eau dans les fruits. Le résultat est une baie hydratée, dense en jus, qui ne sèche pas sur la branche. Pour l'horticulteur urbain, l'espace est souvent le facteur limitant. Les variétés naines résolvent cette équation logistique. Elles concentrent la production sur une structure compacte, rendant la récolte manuelle rapide et sans risque. Mais l'arbre possède une arme chimique, en apparence un fruit inoffensif, mais à l'intérieur un pigment puissant et tenace. Lorsque le fruit mûr tombe, il agit comme un marqueur indélébile. Le contact avec le béton, la pierre ou le bois des terrasses crée des taches permanentes. L'erreur de planification ne pardonne pas. Il faut implanter ces arbres à distance de sécurité des allées et des zones de passage. L'échelle de production est impressionnante. La récolte s'étale sur plusieurs semaines, couvrant la fin du printemps et le début de l'été. Le profil gustatif est complexe, oscillant entre l'acidité et le sucre pur, rappelant la mûre sauvage. C'est une source de calories immédiate ou une base pour des conserves destinées au stockage à long terme. La nature a cependant une ruse. La couleur vive attire les prédateurs aériens. Vue aérienne, les oiseaux convergent vers la canopée dès le changement de couleur des fruits. Sans intervention, la perte de rendement est totale. Pour sécuriser la ressource alimentaire, l'installation de filets de protection est une nécessité technique absolue. La maintenance requise est dérisoire. L'opérateur doit seulement effectuer une taille annuelle légère. L'objectif est mécanique: aérer la structure et supprimer les branches qui se croisent pour éviter les frictions. En retour, l'arbre offre un rendement fiable, une croissance accélérée et une production massive de fruits violets, même dans les secteurs où la lumière manque. Un fruit oublié revient en force, le coing. C'est le 16e candidat capable de produire un rendement viable en mi-ombre. Pourquoi cultiver un fruit dur comme de la pierre? À l'état brut, il est immangeable. La chair est saturée de tanins. Mais appliquez de la chaleur et la chimie change tout. La cuisson brise les structures cellulaires, libérant les sucres et transformant la pulpe en une matière rose et aromatique. C'est la base technique idéale pour les gelées de longue conservation. Ce n'est pas une plante fragile. Le cognacier est un survivant. Il opère efficacement dans les zones de rusticité 5 à 9. Il tolère les variations thermiques, du froid mordant aux chaleurs intenses. L'exigence solaire est minimale, 4 à 6 heures d'exposition par jour. C'est le seuil critique pour déclencher la photosynthèse nécessaire à la fructification. Là où d'autres arbres fruitiers cessent de produire, le cognacier maintient sa cadence. Il y a une nuance importante dans le choix du cultivar. La variété ananas se distingue. Elle offre une résistance accrue aux sols humides et aux environnements partiellement obscurcis. Le système racinaire y puise l'eau nécessaire sans pourrir, conditionnant une productivité stable. En culture pratique, l'ombre offre un avantage physiologique inattendu. En plein soleil, l'arbre risque une évapotranspiration excessive, rendant le feuillage sec et la structure longiligne. À l'abri partiel, le processus est différent. L'humidité est conservée. Les feuilles restent denses et chargées de chlorophylle. L'arbre adopte une forme plus compacte et équilibrée. En apparence, c'est un simple arbuste ornemental. Mais à l'intérieur, c'est une usine biochimique optimisée pour la faible luminosité. L'observation visuelle confirme son cycle. Au début du printemps, les branches se couvrent de fleurs blanc rosé. La pollinisation s'active. Quelques mois plus tard, le fruit atteint sa maturité. Il devient un globe jaune intense.
Sa signature olfactive est puissante. Un seul fruit suffit pour saturer l'air d'un périmètre entier. C'est de l'efficacité botanique. Peu d'entretien, une tolérance élevée au stress hydrique et lumineux, une ressource alimentaire solide pour l'hiver. Le jardinier obtient ici une production sur un terrain habituellement stérile. Et voici le fruit suivant, parfaitement adapté à l'ombre. Trois heures de lumière directe. Pour la majorité des cultures fruitières, une telle exposition est une condamnation à mort, synonyme de rendement nul. Mais la fraise des bois, ou variété alpine, défie cette logique biologique. Ce végétal est une exception évolutive, naturellement calibrée pour la pénombre et les températures fraîches. Pourquoi cette plante survit-elle là où les hybrides commerciaux s'effondrent? La réponse réside dans son métabolisme. Contrairement aux fraisiers classiques qui exigent un bombardement solaire constant pour synthétiser les sucres, la variété alpine possède une efficacité photosynthétique adaptée à la lumière diffuse. Elle produit des fruits de manière fiable avec seulement 3 à 5 heures d'ensoleillement quotidien. C'est une solution tactique pour valoriser les zones mortes, bordures ombragées, conteneurs mal exposés ou sentiers de jardin encaissés. La plante prospère dans les zones de rusticité 4 à 9. Le résultat de cette adaptation n'est pas un fruit gonflé d'eau, mais une baie compacte à la chimie dense. Le goût est intense, saturé de composés aromatiques spécifiques à la fraise sauvage. Il y a ici une nuance structurelle importante. En apparence, on pourrait craindre une plante envahissante, mais au niveau de la croissance, le mécanisme est discipliné. Ces plants ne projettent pas de stolons kilométriques pour coloniser le terrain de manière agressive comme les variétés standards. Ils forment des touffes nettes et contenues. Pour l'horticulteur opérant sur des surfaces réduites, c'est un atout logistique majeur. L'entretien de la parcelle reste minimal. Le système racinaire exige cependant des paramètres précis. Le sol doit être drainant, légèrement acide et riche en matière organique en décomposition. L'humidité est le carburant principal. Un apport hydrique constant optimise la performance, particulièrement durant la phase active de croissance. Mais attention à la saturation. Si le sol devient marécageux, l'asphyxie racinaire est immédiate. L'application d'une couche de paillage léger agit comme un régulateur thermique passif. Cela stabilise la température au sol et retient l'humidité vitale dans les zones ombragées. La production fonctionne comme une usine en continu. De la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, la plante génère des fruits sans interruption. Comme la biomasse de chaque baie est réduite, le cycle de maturation est extrêmement rapide. En accéléré, on observe les fleurs céder la place aux fruits rouges en un temps record. Le feuillage compact et la floraison discrète transforment ces plants en une couverture végétale efficace pour les sols nus. Si les coins sombres de la parcelle sont restés improductifs malgré les tentatives avec des fraisiers classiques, la variété alpine est la réponse technique. Elle nécessite peu d'intervention humaine, offre un aspect visuel ordonné et garantit un apport calorique stable. La récolte est assurée, même en l'absence de soleil. La lumière solaire est une ressource limitée. Le 18e fruit capable de prospérer dans la pénombre est le raisin muscadine. Originaire du sud-est des États-Unis, cette espèce est une machine de survie. Elle est biologiquement bâtie pour supporter la chaleur intense et l'humidité saturée. Pourtant, elle tolère remarquablement le manque de lumière directe. Pourquoi cette vigne
réussit-elle là où d'autres échouent? Son métabolisme est flexible. 4 à 6 heures de soleil par jour suffisent pour déclencher la production de fruits. Une exposition matinale permet d'optimiser la photosynthèse avant les pics de température. La plante convertit chaque photon disponible en énergie chimique. L'optimum de croissance se situe dans les zones climatiques 7 à 10. En examen rapproché, la peau du fruit apparaît épaisse et coriace. Ce n'est pas un défaut esthétique. C'est une barrière physique, une armure naturelle contre les parasites et les maladies fongiques. La variété. Carlos se distingue par sa vigueur génétique. Elle produit des fruits couleur bronze, utilisables pour la consommation immédiate, le jus ou la vinification domestique. La logistique de culture est simple, mais exigeante. Les vignes sont lourdes et puissantes. Elles nécessitent un support structurel solide, comme un treillis métallique ou une clôture renforcée. Il y a ici un paradoxe intéressant. En plein soleil, la vigne tend à envahir l'espace. Mais à l'ombre partielle, l'expansion du feuillage ralentit mécaniquement. La plante redirige alors ses ressources. L'énergie n'est plus dépensée pour créer des feuilles inutiles, mais concentrée dans le développement du taux de sucre du fruit. La maintenance suit un calendrier strict. La taille s'effectue en saison de dormance pour garantir la circulation de l'air autour des tiges. Le système racinaire demande un sol bien drainé à fertilité modérée. Un apport agressif d'azote est une erreur technique. Cela forcerait la plante à produire de la végétation verte au lieu de grappes comestibles. L'ombre de l'après-midi offre une protection thermique cruciale. Elle réduit le stress hydrique sur les tissus végétaux et améliore la complexité aromatique. À la fin de l'été, la récolte est massive, des grappes lourdes, chargées de jus. C'est une barrière productive qui sécurise des calories avec un minimum d'intervention humaine. Le fruit suivant gère une partie de ce processus. « 4 à 6 heures de lumière diffuse. C'est le seul carburant nécessaire pour déclencher la production de biomasse comestible. La plupart des arbres fruitiers exigent une exposition totale pour survivre. Pourquoi le néflier du Japon préfère-t-il l'ombre partielle? La réponse réside dans sa physiologie. L'excès de rayonnement solaire direct est son ennemi. Il provoque un stress thermique immédiat sur les tissus. Cette espèce au feuillage persistant, originaire d'Asie, a colonisé le sud des États-Unis grâce à une adaptation spécifique. Ses larges feuilles vernissées agissent comme des panneaux solaires haute sensibilité, capables de capter l'énergie même en l'absence de soleil direct. En apparence, un arbre ornemental aux fleurs parfumées. Mais biologiquement, c'est une usine à fructification inversée adaptée aux zones de rusticité 8 à 10. Le soleil brutal de l'après-midi, surtout dans les climats chauds, brûle la structure cellulaire des feuilles. À l'inverse, une ombre tachetée ou filtrée maintient la plante en état de fonctionnement optimal. Ce n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de chimie interne. La température plus fraîche à l'ombre permet une synthèse des sucres plus lente et plus uniforme dans le fruit. La qualité gustative dépend directement de cette régulation thermique. Il y a ici une anomalie chronologique. Tandis que le verger classique entre en dormance, le néflier s'active. La floraison débute à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Le cycle de fructification traverse les mois froids pour aboutir au printemps. C'est l'un des rares végétaux capables de fournir des calories fraîches en dehors de la saison estivale standard. À la dégustation, le profil organoleptique est complexe, une hybridation de saveurs entre l'abricot et la poire. La chair est juteuse, saturée de glucose,
avec une légère acidité en fin de bouche. L'industrie horticole a isolé des variétés spécifiques. La Gold Nugget ou la Champagne sont sélectionnées non pour leur beauté, mais pour leur productivité et leur résistance. La logistique souterraine est tout aussi stricte. Le sol doit permettre un drainage immédiat. L'eau ne doit jamais stagner autour du collet. En période de sécheresse, l'apport hydrique doit être régulier pour maintenir la turgescence des cellules. L'application de paillis à la base du tronc agit comme un isolant thermique, gardant le système racinaire au frais et préservant l'humidité du sol. Visuellement, l'arbre reste compact. Il ne nécessite pas des hectares d'espace. Il s'adapte au périmètre restreint, transformant une petite cour en zone de production active. Pour quiconque vit dans un climat tempéré doux, c'est un actif stratégique. Vous obtenez une récolte fiable et une source de nutriments sucrés au moment où les autres réserves sont épuisées. Zone 2 de l'échelle de rusticité. Un environnement thermique hostile où la plupart des vergers commerciaux gèlent et meurent. C'est pourtant ici que le cerisier de Virginie sature l'espace. Cet arbuste indigène, parfois petit arbre, possède une tolérance au froid qui défie les normes agronomiques habituelles. Il prospère de la zone 2 à la zone 7, couvrant un immense territoire climatique sans assistance artificielle. Pourquoi cultiver une baie connue pour son astringence brutale? La réponse réside dans la transformation. En apparence, le fruit cru est sec et contracte les tissus buccaux. Mais à l'intérieur, c'est une réserve dense de pectine et de sucre complexe. Une fois chauffée, la chimie change. L'astringence se brise. C'est la matière première idéale pour les gelées industrielles, les sirops à haute teneur énergétique et la fermentation vinicole. À la fin de l'été, la production s'accélère. En gros plan, on observe les grappes se charger de pigments. Les petites baies virent au pourpre foncé, presque noir. L'épiderme se tend. La plante mobilise ses dernières ressources avant l'automne. L'habitat naturel dicte la logistique de culture. On trouve ces spécimens en lisière de forêts denses ou sur les berges érodées des cours d'eau. Cela indique une adaptation spécifique à la lumière diffuse. Contrairement aux cultures classiques, le cerisier de Virginie n'a pas besoin de plein soleil. 3 à 5 heures de rayonnement